Dans ce monde, plusieurs espèces différentes parcourent la planète, chacune avec ses propres forces et capacités spéciales, et puis il y a des humains comme Let, qui sont pratiquement inutiles. Un jour, Let quitte son domicile dans l'espoir de devenir aventurier et se rend dans la grande ville pour s'inscrire. À son arrivée, il rencontre l'une des réceptionnistes qui l'aide à s'inscrire. Comme c'est la première fois qu'il s'inscrit à la guilde, elle lui dit qu'il commencera au rang F et, pour s'en assurer, elle confirme que Let sera complètement inutile. Elle lui demande s'il a au moins un don qu'il peut utiliser, et Let lui répond avec enthousiasme que son talent est le jeu de hasard gacha. La réceptionniste reste figée un instant, pensant avoir mal entendu, mais c'est bien ce qu'il vient de dire. Let a la capacité d'invoquer une roue gacha, et en appuyant dessus, il obtient à chaque fois un objet aléatoire. Il veut lui faire une démonstration, alors il appuie sur le bouton et l'objet qu'il reçoit est une fourchette tordue. Bon, écoutons-le, c'était probablement juste un coup de chance, alors il réessaie, mais cette fois-ci, il n'obtient que de la nourriture. Et ce n'est même pas de la bonne. La réceptionniste soupire et dit poliment à Let qu'il ne sortira jamais du rang F avec un tel pouvoir. Let lui demande s'il y a un travail qu'il peut accepter en tant que membre du rang F, et elle le dirige vers le tableau d'affichage où tous les emplois disponibles sont affichés. Mais en plus d'être inutile, il n'est jamais allé à l'école, donc il ne sait pas lire. La réceptionniste comprend sa situation, alors elle sort une liste et dit à Let que les meilleures options pour lui pour le moment sont les travaux de ramassage de bois, de transport de terre ou d'aménagement paysager, mais que le salaire est à peine supérieur au salaire minimum, donc il ne gagnera pas beaucoup. Let répond qu'il sera heureux de le faire. Plus tard dans la journée, il se met donc à faire autant de travail manuel que son petit corps peut supporter, et à la tombée de la nuit, il a à peine gagné assez d'argent pour couvrir ses frais d'hébergement. Cependant, alors qu'il marche dans la rue, un groupe d'hommes bêtes passe par là et repère immédiatement Let comme une proie facile. Il le bouscule donc intentionnellement et lui vole son argent. Let les supplie de le lui rendre, car sans cet argent, il va devoir passer la nuit dans la rue, mais les hommes bêtes s'en moquent, et franchement, tout le monde s'en moque aussi, car les humains normaux sont au bas de la hiérarchie des espèces, et personne n'est prêt à prendre sa défense. Let s'assoit dans la boue tandis que tous les passants le traitent de bon à rien sans raison, jusqu'à ce que quelqu'un s'arrête pour lui venir en aide. Let prend la main de la femme, pensant qu'elle est une humaine comme lui, mais lorsqu'il se rend compte qu'il s'agit d'une elfe, il recule de peur, pensant qu'il va encore être victime d'abus. L'elfe lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter et, pour le prouver, elle s'agenouille dans la boue pour le serrer dans ses bras. Let a du mal à croire qu'une elfe puisse traiter un humain comme lui avec autant de gentillesse, mais elle ne semble pas mentir, alors il décide de se laisser faire. Elle le présente aux autres membres de son groupe et lui explique qu'ils forment la Concorde des tribus, un groupe qui rassemble des membres des 9 races du monde entier dans le but d'éradiquer la discrimination entre les races. Le chef est un homme bête nommé Gourou, et l'elfe s'appelle Sacha. Il compte déjà des membres issus de la plupart des différentes races, il ne leur manque plus qu'un humain pour devenir leur 9e membre, et c'est pourquoi ils veulent demander à l'aide de rejoindre leur groupe. Tout cela semble bien sur le papier, mais parmi toutes les personnes qu'ils auraient pu choisir, ils ont vraiment dû choisir un garçon de 12 ans sans défense et sans pouvoir pour rejoindre leur groupe spécial. Au moins, cette fois-ci, il n'y a pas d'huile pour bébé. À partir de ce moment-là, chaque fois que Concorde part en mission, Let les accompagne en tant que porteur de bagages, mais il est toujours aussi inutile qu'avant, car, moins de 10 minutes après le début de la mission, il est presque tué d'un seul coup par un monstre serpent géant. Heureusement, Drago et Sacha parviennent à le sauver avant qu'il ne lui arrive malheur, mais Sacha lui dit qu'il doit vraiment se ressaisir, car c'est l'un des donjons les plus dangereux au monde et que tout ce qui s'y trouve peut littéralement le tuer. Il doit donc veiller à rester près de l'équipe. Let s'excuse pour son erreur, mais Sacha ne veut pas qu'il se sente trop mal, alors elle lui demande simplement de s'approcher pour qu'elle puisse vérifier s'il est blessé ou non. Pendant qu'elle s'occupe de Let, les autres s'approchent et se moquent de Sacha qui ne rate jamais une occasion de dorloter Let. Ils ont terminé ici, alors le groupe continue à s'enfoncer dans le donjon avec Let au centre afin qu'il ne lui arrive rien de mal, mais lorsqu'ils arrivent à une partie étroite du chemin, Gourou dit que ce serait un bon endroit pour s'arrêter. Let suppose qu'il veut dire qu'il souhaite faire une pause, alors il pose son sac et commence à préparer du thé pour tout le monde, mais Drago lui dit que ce n'est pas nécessaire, car ils sont en fait là pour l'exclure du groupe. Let n'en croit pas ses oreilles, il leur demande s'il s'agit d'une blague, mais littéralement tous les membres du groupe, y compris Sacha qui était si gentil avec lui il y a une minute, changent soudainement d'attitude et traitent Let d'humain laid, stupide et bon à rien. Let ne comprend pas ce qui se passe, alors il lui explique tous qu'ils ont fait semblant de l'aimer pendant tout ce temps, et que toute cette histoire de vouloir se débarrasser de la discrimination, c'était un mensonge éhonté. En fait, ce sont parmi les personnes les plus racistes que vous puissiez rencontrer, et il meurt d'envie de se débarrasser de Let depuis le jour où il les a rejoints. Si tel est le cas, Let demande alors pourquoi ils ont pris la peine de lui demander de les rejoindre, et Gourou lui répond qu'il ne s'intéressait à lui qu'à cause de son talent. Let ne comprend pas ce qu'il veut dire, car son talent de gacha est aussi inutile que possible, mais même si c'est vrai,
il est similaire à celui du maestro, et les supérieurs du Concorde voulaient voir si le talent de Let allait évoluer vers quelque chose d'utile, alors on leur a demandé d'être gentils avec lui jusqu'à ce moment-là, même s'ils n'en avaient pas envie. Cependant, ses supérieurs ont récemment décidé que Let était une cause perdue, et le groupe n'a donc plus aucune raison de faire semblant de s'intéresser à lui. Let n'arrive pas à comprendre tout ce qu'ils viennent de dire, et le groupe se rend compte qu'il a peut-être laissé échapper trop d'informations, mais cela n'aura bientôt plus d'importance, car Let ne sortira pas vivant de ce donjon. Ses yeux s'écarquillent dès qu'il les entend dire cela, et une seconde plus tard, Guru utilise ses griffes pour lui lacérer le visage, lui faisant clairement comprendre qu'ils ont vraiment l'intention de le tuer. Il se met à courir pour leur échapper, mais ils se contentent de rire et lui disent que même s'il parvenait à s'échapper, il finirait par mourir aux mains d'un monstre au hasard dans le donjon. Cela dit, ils pensent qu'il sera beaucoup plus amusant de le tuer de leurs propres mains, alors Sacha prend son arc et lui tire dans la cuisse pour l'empêcher de s'échapper. Ils apprécient tous les cris de terreur de Let, et Guru commence à le frapper pour le faire crier davantage, mais les autres lui disent d'arrêter car leur histoire de couverture est que Let a été tué par une attaque surprise de monstres, ils ne peuvent donc pas lui infliger de blessures suspectes. Let essaie désespérément de ramper pour s'enfuir, car il ne veut pas mourir ici, mais avec sa jambe blessée, Guru lui dit qu'il n'a aucune chance de s'échapper. Malgré tout, il continue d'essayer de s'enfuir et, par chance, il parvient à déclencher un piège de téléportation. Le piège l'envoie directement à l'un des étages les plus profonds, où Let est désormais à l'abri des membres de Concorde, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il va survivre. Il est bien conscient de sa faiblesse et sait qu'il est fichu dès qu'un seul monstre apparaîtra. Il essaie d'accepter le fait que c'est la fin, mais il ne comprend pas pourquoi tout cela lui arrive. Au cours des 4 dernières années, tous les membres de Concorde l'ont traité avec respect et gentillesse, mais tout cela s'est avéré être un mensonge. Ils l'utilisaient simplement parce qu'ils pensaient qu'il était un maestro, et lorsqu'ils ont découvert qu'il ne l'était pas, ils ont essayé de le tuer en lui riant au nez. Ils refusent catégoriquement de les laisser s'en tirer comme ça. Peu importe la difficulté, il jure qu'il sortira d'ici vivant et qu'il les tuera tous, même si c'est la dernière chose qu'il fera. Cependant, à ce moment précis, Let entend quelque chose s'approcher derrière lui et, à sa grande horreur, il découvre une chimère de niveau 1000 qui le fixe du regard. Même les aventuriers les plus forts n'ont que quelques centaines de niveaux, et il n'a jamais vu un monstre comme celui-ci auparavant, ce qui signifie qu'il a dû être téléporté dans l'une des parties les plus profondes de l'abîme. Alors que le monstre s'approche de lui, il se pisse presque dessus de peur, car il sait qu'il n'a aucune chance de vaincre cette créature. Tout ce qu'il a pour l'instant, c'est son pouvoir gacha, qui n'a jamais vraiment fait ses preuves en matière d'utilité. Il n'a pas d'autre choix, alors il commence à appuyer frénétiquement sur le bouton, espérant que cela le sauvera, et miraculeusement, alors que le monstre se jette sur lui, Saru Gacha se transforme et une fille magnifiquement faite apparaît, détruisant le monstre en un instant. Let s'envoie après ce qu'il vient de voir, alors il reste assis là tandis que la fille s'approche de lui. Elle s'agenouille devant Let et pose sa main sur sa joue pour soigner sa blessure, car elle ne pouvait supporter la vue de telles cicatrices sur son beau corps. Let est stupéfait, car toute la douleur a disparu. La servante l'appelle, maître, et lui demande son nom. Il lui répond qu'il s'appelle Let, et sur le champ, elle jure de le servir avec une loyauté éternelle pour le reste de sa vie. Elle s'appelle Mei, elle est connue sous le nom de servante Everseeking et son niveau est supérieur à 9000. Elle dit qu'elle est une servante ultra rare issue de la compétence gacha de Let, et que son existence même est liée à lui. Mais Let a du mal à comprendre tout cela, car il a toujours pensé que sa compétence gacha était complètement inutile, et qu'il était donc impossible qu'une personne aussi extraordinaire que Mei puisse en sortir. Mei lui demande la permission d'évaluer sa capacité afin de pouvoir déterminer sa véritable nature. Let est surpris d'apprendre que Mei possède une capacité d'évaluation, mais elle lui précise qu'il ne s'agit que d'une de ses nombreuses compétences. Let lui dit qu'elle est libre de l'évaluer, alors elle commence le scan et est vraiment impressionnée par ce qu'elle voit. La compétence gacha de Let comporte des dizaines de couches de protection, de sorte que seules les personnes du niveau de Mei sont capables d'en voir les véritables capacités. D'après ce qu'elle peut en juger, elle peut être utilisée un nombre illimité de fois. Les récompenses qu'elle génère dépendent de la densité de mana environnante et vont des rangs extra et super ultra rares à normal et erreur. Let ne comprend pas vraiment ce dont Mei parle, alors elle lui explique qu'il y a toujours du mana présent dans l'atmosphère, mais que la densité de mana à la surface est assez faible, ce qui réduit à presque zéro les chances de débloquer une récompense utile comme Mei. Cependant, dans les profondeurs d'un donjon comme celui-ci, la densité de mana est incroyablement élevée, donc la probabilité de réussite d'une invocation augmente de manière exponentielle. Mei suppose que Let a dû s'aventurer intentionnellement dans les profondeurs du donjon pour révéler le véritable potentiel de son don, mais cela est loin d'être la vérité. Il est venu ici avec des personnes en qui il pensait pouvoir avoir confiance, mais elles ont toutes fini par le trahir. Elles lui ont lacéré le visage, lui ont tiré dans la jambe et se sont moquées de lui pendant tout ce temps. Tout ce que Let voulait, c'était offrir une vie meilleure à sa famille,
mais ils ont essayé de le tuer simplement parce qu'il est humain. Il se met à crier qu'il ne leur pardonnera jamais tant qu'il vivra, mais Mei prend Lett dans ses bras pour le réconforter, car elle déteste le voir si triste. Elle sait qu'elle ne pourra jamais comprendre la souffrance que Lett a dû ressentir, mais elle sait comment le réconforter. Elle assure à Lett que dès qu'il en donnera l'ordre, elle fera aligner les têtes de ces traîtres sur le sol dans l'heure qui suit, mais il se lève et lui dit qu'elle ne peut pas faire ça. Mei lui dit que des scélérats comme eux ne méritent aucune pitié, mais il ne lui a pas demandé d'attendre parce qu'il pense que les tuer serait une erreur, c'est plutôt parce qu'il veut être celui qui se vengera de ses propres mains. Il est tombé dans leur piège et a failli mourir de leurs mains parce qu'il était trop faible pour se défendre, alors il veut devenir assez fort pour s'assurer que rien de tel ne lui arrive à nouveau. Il sait que cela semble farfelu pour un faible comme lui de dire qu'il veut devenir fort, mais Mei ne pense pas que ce soit impossible. Elle jure que s'il veut devenir assez fort pour se venger lui-même, elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour que cela arrive. Nous faisons un bond en avant de 3 ans, et au milieu du donjon abyssal, Lett a utilisé son pouvoir gacha pour bâtir une nation entière et invoquer une armée de serviteurs puissants qu'il adore tellement qu'ils sont prêts à payer cher pour avoir une tasse de l'eau de son bain. Alors que lui et Mei marchent dans les couloirs, elle est vraiment agacée par toutes les fées servantes qui essaient constamment d'attirer l'attention de Lett, mais celui-ci ne voit pas cela comme un problème, car c'est juste un signe de leur dévouement à son égard. Ils se rendent en ville pour saluer le peuple de Lett, et tout le monde ici l'aime et le respecte sincèrement en tant que chef. Quelqu'un mentionne même que les réserves mensuelles de sucreries sont presque épuisées, et Lett promet de se renseigner pour en obtenir davantage. Il pense qu'il s'agit peut-être d'un problème d'approvisionnement, car la ville compte beaucoup plus d'habitants qu'il y a 3 ans, et il devra donc s'adapter pour répondre à la demande accrue. En attendant, Lett demande à Mei si elle sait ce que font les autres serviteurs d'élite qu'il a invoqués. Elle lui répond qu'Aoyuki est occupé à cartographier la zone autour de l'abîme et Kelly est occupé à rechercher de nouveaux sorts pour aider Lett à atteindre ses objectifs. Il est reconnaissant que tout le monde fasse autant pour l'aider, mais Mei n'a rien mentionné à propos de Nazuna, alors il se demande ce qu'elle fait ces derniers temps. Mei explique que Nazuna se contente pour l'instant de patrouiller à l'intérieur du château, mais ce n'est pas parce qu'ils ont besoin de sécurité supplémentaire à l'intérieur, c'est parce qu'elle est trop bête pour aider à quoi que ce soit qui n'implique pas de combat. Pendant ce temps, à l'intérieur du château, nous voyons Nazuna se promener joyeusement dans les couloirs sans se soucier de rien, mais tant qu'elle ne cause pas de problème, il la laisse généralement faire ce qu'elle veut. Quant à Lett, c'est l'heure de sa séance d'entraînement quotidienne, il va donc retrouver l'un de ses serviteurs d'élite, Jacques. Même s'il dispose de tous ses puissants subordonnés pour le protéger, il veut quand même être assez fort pour se débrouiller seul, alors il sort souvent s'entraîner avec Jacques, et après 3 ans de cette routine, il est capable de lui tenir tête. De retour au château, Nazuna continue d'errer sans but jusqu'à ce qu'elle tombe par hasard sur quelques servantes chargées du ménage aujourd'hui. Elle leur dit qu'elle est en mission de patrouille très importante, et les servantes lui répondent toutes qu'elle fait du très bon travail, mais elles essaient en réalité de la flatter pour qu'elle leur rende service, et cela fonctionne. Maintenant qu'elle est de bonne humeur, elles lui disent qu'il y a un endroit spécial qu'elles aimeraient qu'elle patrouille pour elle, et Nazuna accepte sans hésiter d'écouter leur demande. Quelques minutes plus tard, Nazuna frappe à la porte de la chambre de Lett, mais à sa grande surprise, c'est Mei qui lui ouvre. Elle demande à Nazuna ce qu'elle fait là, et Nazuna répond fièrement qu'elle est en patrouille, ce qui est techniquement vrai, mais maintenant qu'elle y pense, elle se demande ce que Mei fait dans la chambre de Lett, alors qu'il est censé s'entraîner avec Jacques en ce moment. Mei essaie de trouver une excuse et dit qu'elle était juste en train de nettoyer la chambre de Lett pendant son absence, mais pendant qu'elle parle, Nazuna parvient à se faufiler à l'intérieur, et il est évident que Mei n'était pas vraiment en train de nettoyer. En fait, si Nazuna devait deviner, elle dirait que Mei était en train de se rouler sur le lit de Lett et de renifler son oreiller jusqu'à il y a quelques instants. Mei panique et dit que cela faisait simplement partie de sa technique spéciale pour faire le lit, et Nazuna ne remet pas en question une seule seconde à quel point cela semble stupide, alors elle commence à féliciter Mei pour son excellent travail. En parlant de travail, elle se souvient enfin que les fées domestiques lui ont demandé de transmettre un message à Mei, qui dit en substance qu'elles en ont assez qu'elle monopolise la chambre de Lett tout le temps, car elles veulent aussi renifler, je veux dire, nettoyer ses affaires. Nazuna ne comprend pas vraiment pourquoi elles en font toute une histoire, mais Mei comprend parfaitement le message, alors elle donne une petite récompense à Nazuna pour la remercier de sa peine et la renvoie. Maintenant qu'elle a transmis le message, elle se rend à la pâtisserie pour s'acheter une friandise avec l'argent que Mei lui a donné, puis elle tombe par hasard sur Aoyuki sur l'une des terrasses. Nazuna est surprise de la voir ici, car elle pensait qu'Aoyuki était en mission de surveillance, mais celle-ci se contente de miauler, et Nazuna n'a aucune idée de ce qu'elle veut dire. Lett est généralement capable de déchiffrer la signification de ces miaulements, mais Nazuna suppose qu'Aoyuki veut qu'elle détruise toute la forêt sans raison. Nazuna le ferait certainement si personne ne la corrigeait, alors Aoyuki est obligé de sortir de son personnage et de parler normalement pour dire à Nazuna qu'elle est juste venue lui remettre une partie de la carte qu'elle a terminée. Nazuna rit et dit à Aoyuki qu'elle aurait dû le dire dès le début,
alors elle prend la carte et part continuer sa patrouille. Sa prochaine étape est la salle du trône, et après s'être assurée qu'il n'y a personne aux alentours, elle commence à serrer le trône de Lett dans ses bras, car elle ne l'a pas vu de toute la journée. Mais alors qu'elle est en train de le faire, elle entend soudain un grand craquement et réalise avec horreur qu'elle vient de casser l'aile d'un des éléments du trône. Elle va avoir de gros ennuis si quelqu'un s'en aperçoit, alors elle le répare frénétiquement juste assez pour qu'il se casse dès que quelqu'un d'autre le touchera, puis elle s'enfuit en courant. Dehors, Lett et Jack ont enfin terminé leur séance d'entraînement, ils décident donc d'arrêter pour aujourd'hui et se rendent au bain pour se détendre. Jack dit à Lett qu'il devient vraiment doué pour contrôler son corps et qu'il n'y a plus beaucoup de gens ici qui sont assez forts pour le suivre. Il en va probablement de même pour les gens à la surface, mais il rappelle à Lett qu'il ne doit pas se laisser aller à l'arrogance, car ils ne savent pas ce qui les attend à la surface. Lett répond qu'il comprend qu'il doit être prêt et promet de ne pas laisser son pouvoir lui monter à la tête afin de ne commettre aucune erreur le moment venu de se venger. Pendant ce temps, Mei a convoqué dans son bureau les 4 fées qui ont remis ce message à Nazuna, et elle ne semble pas contente. Elle leur demande si elles savent pourquoi elle les a convoquées ici aujourd'hui, et elles essaient de feindre l'ignorance, mais Mei leur lit leur lettre mot pour mot, et Nazuna lui a déjà dit que c'était elle qui avait écrit la lettre, elles ne peuvent donc pas se sortir de ce pétrin. Elles reculent toutes et commencent à s'excuser pour ce qu'elles ont écrit, mais elles essaient de minimiser leurs actes en disant qu'elles l'ont fait uniquement par souci pour Mei. Elles disent qu'elles savent qu'elle a été très occupée ces derniers temps, alors elles ont voulu alléger sa charge de travail en prenant en charge le nettoyage de la chambre de Lett à sa place, et peut-être en reniflant 1 ou 2 oreillers pendant qu'elles y étaient, mais là n'est pas la question. Mei est également déçue par le fait qu'elles aient demandé à Nazuna de faire le sale boulot à leur place, car elle aurait peut-être accepté si elles avaient eu le courage de lui transmettre leur message en personne. Elle leur dit que leur demande a été rejetée et que, jusqu'à nouvel ordre, elles seront chargées de nettoyer tout le couloir qui mène à la salle du trône, sans pouvoir utiliser de magie pour accélérer le processus. Les servantes n'arrivent pas à croire que Mei leur ait confié une tâche aussi impossible, car il faudrait une éternité pour nettoyer à la main cet immense couloir, mais Mei ne pense pas que ce soit si difficile. Au contraire, elle dit qu'elle leur rend service, car des personnages de niveau 500 comme elle doivent travailler dur si elles veulent atteindre son niveau. De plus, Mei les informe qu'elle va bientôt se rendre à la surface pour une mission pour Lett, et que les 4 devront donc prendre le relais pendant son absence. Plus tard, les 4 servantes se réunissent dans leur chambre et sont très contrariées par le fait que Mei les punisse pour avoir simplement émis une plainte. Elles trouvent injuste qu'elle soit la seule à pouvoir profiter du parfum de Lett, mais Mei est la plus forte d'entre elles ne peuvent donc pas lui tenir tête. Prime suggère qu'elle pourrait essayer de l'empoisonner, mais Ifumi a déjà vérifié et Mei est immunisée contre toutes les formes de poison, donc cela ne marcherait pas. Elles se résignent toutes à la défaite et se mettent à gémir en disant à quel point elles veulent nettoyer la chambre de Lett et renifler son lit. Ifumi va encore plus loin et dit qu'elle veut utiliser une des fourchettes usagées de Lett, mais comme cela semble bizarre quand elle le dit à voix haute, les autres la traitent de dégénérée et lui disent qu'elle va trop loin. Ifumi se défend en disant que tout le monde ici ferait probablement la même chose s'il en avait l'occasion, et qu'ils ne peuvent pas le nier, donc qu'ils sont en réalité tout aussi mauvais qu'elle. Maintenant qu'ils y réfléchissent, Mei n'est pas beaucoup mieux que puisqu'elle était dans le lit de Lett plus tôt dans la journée, et le fait qu'elle ait été la première que Lett ait invoquée signifie que pendant qui sait combien de temps, elle et Lett étaient seuls dans le donjon, et à ce moment-là, le niveau de Lett était si bas qu'il n'aurait pas pu se défendre contre les monstres, alors il s'est probablement accroché à Mei pendant tout ce temps. Ils deviennent tous fous de jalousie à l'idée que Mei ait pu faire des choses indécentes avec Lett à un moment donné, et Ifumi a la brillante idée de transformer leur énergie jalouse en malédiction. Ils s'assoient donc tous à table et commencent à scander sans cesse pour que Mei meure. Malheureusement pour eux, Mei se tenait devant leur porte pendant tout ce temps et elle a pu entendre chaque mot qu'ils venaient de dire à son sujet, alors elle leur demande s'ils ont quelque chose à dire pour leur défense. Les 4 se recroquevillent derrière la table et commencent à dire à Mei qu'ils ne lui souhaiteraient jamais rien de mal, mais Mei les a clairement entendus prier pour sa mort, alors elle leur demande ce que cela signifiait. Le groupe finit par admettre qu'elles étaient simplement jalouses parce que Mei avait été invoquée en premier et avait ainsi pu passer beaucoup de temps seule avec Lett, mais Mei leur dit qu'il ne s'est rien passé d'indécent entre elle et Lett. Il a fallu environ 3 mois à Lett pour invoquer Aoyuki, et pendant ce temps, Mei était occupée à lui enseigner les arts martiaux et l'histoire du monde, donc aucune débauche n'a eu lieu. Les filles sont soulagées d'entendre cela, mais Mei poursuit en leur disant qu'elle était venue ici à l'origine pour s'excuser de leur avoir infligé une punition si sévère, mais qu'après ce qu'elles viennent de faire, elle pense qu'elle devra peut-être être encore plus sévère qu'auparavant. Elle leur dit qu'elles devront désormais nettoyer toute la salle du trône en plus du couloir. Les 3 filles s'agenouillent aux pieds de Mei et la supplient de reconsidérer sa décision, car elles ne pourront jamais nettoyer la gigantesque salle du trône toutes seules, mais Mei leur répond qu'elle n'aurait pas dû y penser avant de décider de prier pour sa chute. Ils sont contraints de se mettre immédiatement au travail et, à ce rythme, ils devront peut-être travailler toute la nuit pour tout finir, mais alors que Ifumi dépoussière le trône, l'aile du luminaire cassé tombe et ils se taisent tous en réalisant à quel point ils sont dans le pétrin.
Pendant ce temps, Nazuna est allongée dans son lit, sans se soucier de rien. Le lendemain matin, Lett sort et rencontre Aoyuki, Nazuna et Ellie devant le portail d'entrée. Nazuna est particulièrement excitée de voir Lett, car elle n'a pas pu lui parler du tout hier. Lett veut aller droit au but, mais à ce moment-là, un chien de chasse apparaît de nulle part, et même si Lett est assez fort pour ne pas être menacé, il se met à trembler de peur en se souvenant du jour où il a failli mourir à cause d'un de ses chiens. Les autres sont furieux qu'un simple chien ose effrayer leur seigneur, alors ils commencent à discuter de plans pour exterminer son espèce. Le chien n'a encore rien fait, mais il comprend qu'un seul faux pas signifierait sa fin, alors il se couche sur le sol et commence à gémir pour sauver sa vie. Lett dit aux autres qu'il n'y a pas lieu de s'énerver autant, car il va bien, et il va même caresser le chien pour leur montrer qu'il ne le dérange pas. Il s'excuse auprès du chien de l'avoir effrayé, et s'il n'était pas intervenu, ils auraient en fait exterminé toute son espèce sans hésitation. Il demande à Lett s'il y a une raison pour laquelle il leur a donné rendez-vous ici, et il répond que Mei lui a dit que tout était prêt pour la mission, et qu'ils peuvent enfin partir pour assouvir sa vengeance.